Jean-Christophe Cambadélis, bonjour et bonjour à vous tous qui nous rejoignez. Au fond, aujourd'hui, il y a beaucoup d'économies pratiques, le travail du dimanche, l'écotaxe, mais il y a évidemment de la politique. Michel Sapin disait hier, finalement, François Hollande, c'est un faux ami. Alors, on va mettre ça en parallèle depuis le début. Est-ce que ce serait finalement un faux gentil plutôt qu'un faux ami ? Un faux gentil qui aurait de faux alliés, les Verts et Mélenchon. C'est un peu caricatural. Il faut commencer un peu rude. Oui, voilà, c'est pour début de semaine, vous n'allez pas doucement. Faux gentil. Faux gentil, c'est ce que Sapin a dit, qui est quand même l'un de ses plus proches, non seulement collaborateurs, mais amis. C'est un homme très déterminé et qui a beaucoup de sang-froid. Donc, je ne caractériserai pas par rapport à ami ou pas ami, ou gentil ou pas gentil. Il sait où il va, il l'a toujours su, que ce soit dans l'opposition, la présidentielle et aujourd'hui au gouvernement. Et ce n'est pas parce qu'il est affable qu'il n'a pas de détermination. Mais est-ce qu'il a changé depuis ? Est-ce que vous avez le sentiment, pour l'observer, que depuis quelques jours, quelques semaines, la présidence dite normale est morte ? Oui, sans le dire. Je pense. Je pense que il s'est fait au rôle du président. Il a fini par lâcher les derniers éléments qui le rattachaient à sa vie antérieure. Et aujourd'hui, il est seul. Et c'est le problème de tous nos présidents sous la Ve République. Mais c'est important ce que vous dites. Et d'ailleurs, il y a une chose qui est importante aussi, c'est de nous donner ce matin en direct sur Radio Classique et LCI le signe que vous avez repéré, vous qui connaissez bien l'histoire de la gauche, qui fait qu'effectivement, il n'est plus le président normal. Non, il est le président de tous les Français. Mais vous l'avez remarqué à quoi ? Que cette formule est morte ? Eh bien, à son attitude, au fait qu'il est pleinement dans le régalien, qu'il goûte à la fois la politique internationale où il réussit plus qu'on ne le dit, la politique européenne, et qu'il est moins dans la réponse au jour le jour, dans la politique politicienne qu'il pouvait l'être. Mais est-ce que le tournant, c'est pas l'affaire Leonarda, justement, où il s'est un peu ridiculisé en allant à la télévision pour dialoguer à distance ? C'est pas lui qui l'avait organisé, ce dialogue, mais il était prévisible. À force de vouloir être gentil et compréhensif, il s'est finalement fait ridiculiser par une jeune femme. On aurait beaucoup à dire sur l'affaire Leonarda, qui me paraît moins est-ce que c'est pas ça, le critique. Mais je pense que c'est un tournant parce que il a réfléchi au rôle des uns et des autres, au rôle du Premier ministre. D'ailleurs, il l'a laissé faire sur la réforme fiscale, au rôle du président de la République qui doit intégrer l'intérêt national, qui peut faire des gestes d'ailleurs pour que ce lien puisse s'effectuer, mais qui doit être plus avare de ses mots, même si on est sous le quinquennat. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il est obligatoirement le candidat de la gauche en 2017 ? Oui, c'est logique. Je ne vois pas qui pourrait s'imposer à sa place. Il l'a dit d'ailleurs. Il a dit que s'il réussissait, évidemment, il serait candidat, mais même s'il ne réussissait pas ou s'il y avait des critiques à son encontre, on ne voit pas comment un de ses ministres pourrait se substituer à lui, puisqu'il a été dans son gouvernement. Question sur les faux amis. Qu'est-ce qui lui arrive, Mélenchon ? C'est comme le dit très joliment Cécile Cornudet ce matin dans Les Échos, c'est le fiancé conduit, c'est une crise de paludisme intense, on lui a pas donné de... Vous êtes en pleine forme ce matin. Mais j'essaye. Mais non, écoutez, je crois qu'il se... Non mais dire on est en 1788 oui, aujourd'hui, c'est appeler à la révolution... Non, alors, depuis plusieurs choses. D'abord, je pense que Mélenchon se trompe. Il se trompe d'époque, on n'est pas dans les années 30, encore moins dans les années pré-révolutionnaires. Il se trompe de stratégie, l'objectif ce n'est pas de faire tomber la gauche, mais de battre l'extrême droite et la droite. Il se trompe par rapport à l'électorat socialiste, qui ne se tourne pas vers lui, qui houspille les dirigeants socialistes, mais qui ne va pas à Jean-Luc Mélenchon. Donc il se trompe surtout et il persévère. C'est ça qui est étonnant pour un personnage aussi intelligent, c'est qu'il ne fait pas le bilan de ce qui le conduit à la marginalité. C'est très étonnant. Est-ce qu'il est le prototype du fiancé et conduit version Molière, c'est-à-dire de l'homme que François Hollande n'a pas pris dans le gouvernement et qui, au fond, ne digérant pas sa colère... Non, je pense que c'est plus compliqué que cela. C'est plus compliqué que cela parce qu'il a pensé qu'il y avait un espace politique à la gauche du Parti socialiste qui devenait de plus en plus, et qui est de plus en plus social-démocrate. Mais il l'a pensé dans une époque qui n'est pas celle des débordements qu'on a connus dans les années 30 ou dans les années 60, où il y avait une radicalisation dans la société qui permettait, avec un surplomb marxiste, de rassembler un certain nombre de forces. Aujourd'hui, on est dans une société
société postmoderne où on n'est pas... Donc lui est un post-archaïque. Il a fait de l'archaïsme son label. Il y a des gens qui partagent ce qu'il pense, qui sont des radicaux, mais ils ne font pas une majorité. Je le disais avant le week-end, les Verts, ils sont 11 000 aujourd'hui, c'est-à-dire en gros 1/5 du Parc des Princes. Et en plus, dans ces 11 000, ils sont divisés en 7 catégories. Est-ce que c'est vraiment un allié pour François Hollande? Alors, c'est un allié. Des gens qui sont à la fois pour, contre, au-dessus, en dessous, par derrière, par devant. C'est un allié tumultueux, mais c'est un allié. Et puis, c'est une question ça, derrière. C'est la version officielle. Non, pas simplement, parce que derrière. C'est un groupuscule élargi de dingos qui ne pensent pas la même chose. Mais non. Je ne parle pas à titre personnel, mais sur le plan politique, vous avez entendu Guillaume Tabar sur Radio Classique. Il n'y en a pas un qui pense la même chose que l'autre, et ils ne sont que 11 000. Et alors, il y a deux aspects. D'abord, il y a un aspect global. Je pense que les écologistes n'échappent pas à la crise de la représentation politique aujourd'hui. Ce que vous voyez chez les écologistes, vous le voyez au Parti socialiste, vous le voyez à l'UMP, vous le voyez dans toutes les formations politiques. L'individualisation de la politique, la pipolisation de la politique. Alors, bien sûr, c'est les écuries présidentielles. Oui, mais là, il n'y a pas d'écurie présidentielle chez les Verts et dans les autres formations politiques non plus. Aujourd'hui, on est dans une phase de décomposition du politique tel qu'il a existé. Donc, chez les Verts, ça prend des formes caricaturales qu'il faut bien noter. Mais derrière l'expression politique et les 7 courants, etc., il y a une grande question qui traverse toute la société française, c'est la question écologique, et il faut la prendre en compte. D'accord, mais quand Emmanuelle Cos dit elle-même que pour les Européennes, on va faire la course pour essayer de suivre, ou en tout cas de battre le Front National, ça ne peut que faire rigoler les commentateurs. Ils sont à 2%, les autres sont au-delà de 20%. Elle veut fixer un objectif important pour son formation politique. C'est comme le saut à la perche. Elle a mis la barre un peu haute, mais est-ce que c'est à mon avis. Sérieux pour un parti de gouvernement? Écoutez, moi, je ne suis pas chez les écologistes. Je ne fixe pas des objectifs par rapport à cette formation politique. Je sais simplement que les socialistes en Europe plus les écologistes peuvent former une nouvelle majorité au Parlement européen et ça réorienterait la construction européenne, et c'est ça l'enjeu. Est-ce que vous considérez, puisque justement maintenant on aborde les questions qui sont liées à l'économie pratique, Martine Aubry, que vous avez à un moment défendu, dit que le travail le dimanche est une digue qui ne doit pas céder. Mais alors là, vous allez m'expliquer pourquoi. À cause de la messe? À cause de la tradition? Non, parce qu'elle pose du temps de repos, parce que derrière la prise de position de Martine Aubry, il y a toute une conception de la société qui ne doit pas se réduire à un consumérisme. On peut aller au cinéma, au théâtre, ou voir des expositions de peinture. C'est un refus de la mercantilisation de notre société. Mais est-ce que justement, c'est pas la contradiction entre la gauche et la mondialisation? La gauche a toujours défendu une idée de progrès, mais depuis, il y a la mondialisation. Et pourquoi n'y aurait-il pas de travail le dimanche en France alors qu'il y en a partout? Pourquoi on serait l'exception? Est-ce que les autres n'ont pas de vie spirituelle, ne vont pas au cinéma, ne se reposent pas parce qu'il n'y a pas de travail le dimanche? En Europe, vous avez quand même un jour férié dans tous les pays. Non, mais je ne suis pas contre le principe du jour férié. Voilà. Donc, réfléchissons à l'élargissement. Mais il ne faut pas être tout blanc ou tout noir. Là, ce que propose le Premier ministre, à savoir d'encadrer le jour du dimanche, c'est-à-dire qu'il y ait des possibilités, mais que le droit reste au jour férié, me semble une position à la fois praticable et défendant ce que dit Martine Aubry. C'est-à-dire une dizaine d'ouvertures exceptionnelles. Voilà. Mais ce qui est quand même typiquement français, pardonnez-moi, c'est l'idée que le jardinage, il y a droit, pas le bricolage, qu'un côté de l'avenue Champs-Élysées, il y a droit, mais pas l'autre, que les Champs-Élysées ont droit, mais pas l'avenue Montaigne, mais bien sûr. Et que cela, c'est aussi fermé pour le printemps et les Galeries Lafayette. C'est quand même délirant. Non, c'est pas délirant, c'est un empilement de prises de position qui n'ont pas pris la totalité des demandes. Mais c'est pour cela qu'il faut encadrer les choses et le faire intelligemment. Donc, mais il faut y aller dans quel sens? Dans le sens de la rénovation? C'est-à-dire de l'ouverture? Bien sûr. Mais quel est le critère? Le tourisme? Le critère, c'est le tourisme, et le critère, c'est le fait que l'on accepte que les salariés ne soient pas obligés. Est-ce que vous considérez que derrière le mouvement des bonnets rouges, il y a une revendication territoriale? Et on a entendu ce matin chez des confrères certains dire que François Hollande pourrait peut-être justement essayer d'ouvrir, après la réforme de la fiscalité, une grande table ronde, une grande conférence ou une grande réflexion sur les territoires.
Et en fait, ce serait plus des Bretons que des... Bien sûr, on a vu hier dans la manifestation, j'ai été frappé par les interviews. À chaque interview, c'était « nous voulons travailler au pays ». Ça nous rappelle quelques revendications il y a une trentaine d'années. Les drapeaux étaient plus des drapeaux bretons que des drapeaux bleu, blanc, rouge. Et on mettait en cause Paris comme une entité qui viendrait occuper la Bretagne. Mais je crois que c'est une revendication, que l'on a eu un déplacement. D'abord, il y a eu une revendication sociale, et aujourd'hui, il y a une revendication identitaire. Il faut y répondre sans démanteler la République. Justement, c'est la question. Et bien voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler à la décentralisation. Si on donne de l'autonomie à toutes les régions. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut travailler sur la décentralisation, la déconcentration vraisemblablement, mais qu'il ne faut pas démanteler la République. Vous savez ce qui se passe en Bretagne, c'est au-delà de la question sociale, cette question identitaire, vous l'avez dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe, il y a des régions qui veulent trouver ou retrouver leur autonomie parce qu'ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, parce que le pouvoir central est trop fort, etc. Et le problème qui est posé aux États-nations ou aux États tout court, c'est de permettre une certaine autonomie tout en gardant une unité. Et comment fait-on pour concilier ça avec, comme le disait Michel Sapin hier chez nos confrères de BFM, les impôts, ça suffit? Il faut lutter contre ça, parce que, vous savez... Il le dit, il prononce les mots, mais enfin, la réalité du débat économique... Alors là, on rejoint les deux parties de notre entretien, c'est-à-dire à la fois le débat politique et le débat pratique. Les impôts, les gens en ont par-dessus la tête. Et c'est pourtant un paradoxe, parce que qu'est-ce qu'ils demandent ? Ils demandent que Paris vienne soutenir leurs propres entreprises qui sont en difficulté, viennent les aider. Donc ils veulent que les impôts servent directement aux Bretons qui sont dans une situation difficile, qu'on aide les entreprises à passer un cap. Vous êtes suffisamment malin pour savoir qu'on est les recordman d'Europe des impôts, c'est quand même une situation qui ne peut plus durer. Mais évidemment. Donc, autrement, la revendication régionaliste sera poussée par l'exaspération qui est celle de ce matin. Il y en aura d'autres, à mon avis, tensions en France, pas simplement régionalistes. Mais c'est là où il faut faire l'équilibre. C'est que si on veut pouvoir aider les gens, si on veut des services publics, si on veut aider nos entreprises, si on veut être compétitif, il faut bien que l'État puisse faire son rôle, surtout dans une situation où on nous a laissé énormément de dettes. Petite question personnelle, la direction du PS, vous en avez fait le deuil? Écoutez, le problème ne se pose pas. J'ai dit que nous étions dans le combat, qu'il y avait un temps pour le combat et un temps pour le débat. Et donc, pour l'instant, c'est le combat, vous l'avez compris, contre la droite et l'extrême droite. Il est inefficace, Harlem Désir. On a parlé de l'inefficacité de Mélenchon, de l'inefficacité des Verts. Il est inefficace. Non, le Parti socialiste est confronté à de graves problèmes qui dépassent la question d'Harlem Désir en tant que personnalité. Donc vous dire qu'il sert à rien? Non, il fait son travail, mais le Parti socialiste est aujourd'hui confronté il peut pas à des faire problèmes son travail d'identité politique. Il ne peut pas faire son travail et avoir des graves difficultés. C'est complètement contradictoire. Non, pas du tout. Le travail peut être fait, mais pas pour autant embrayé. Merci beaucoup Jean-Christophe Cambadélis d'être venu commenter cette matinée d'information sur Radio Classique LCI. Bonne journée à vous. Bonne journée. Suivant l'expression consacrée et sincère, ce qui est important.